Allez, entrez, c'est ouvert, c'est l'heure de Dimanche en politique, l'émission avec des vraies actions de citoyens dedans. Et cette semaine, on va recevoir un Montpelliérain engagé qui s'est lancé un sacré défi, planter 1 million d'arbres, un geste pour la planète. Mais qui est donc Jean-Paul Ouabotaï et comment compte-t-il s'y prendre? Eh bien, il va nous l'expliquer. La région, toujours plus pauvre, chômage, précarité. Le Secours catholique publie un rapport alarmant. Pourquoi ça s'aggrave ici? Elles sont où les solutions? On va en parler avec la directrice Amélie Corpé. Mais pour commencer, notre invité politique nous emmène à Nîmes où les municipales promettent quelques surprises. Cette semaine, Yohann Gillet a annoncé sa candidature pour le Rassemblement national et il est tout de suite dans DEP. Ce sera donc l'une des villes à suivre de près en mars prochain. Nîmes, depuis des années aux mains de la droite, le maire Jean-Paul Fournier va-t-il tenter un 4e mandat? Qui sera en lice? Avec quelle étiquette? Il y a un homme en embuscade et il est avec nous aujourd'hui. Bonjour Yohann Gillet. Bonjour. C'est donc vous qui allez conduire la liste du Rassemblement national. Vous l'avez annoncé cette semaine. Vous avez à peine 33 ans, j'ose dire, et pourtant vous êtes déjà un vieux de la vieille. Vieux de la vieille, non. J'ai une certaine expérience en politique puisque je suis à la fois directeur de cabinet du maire de Beaucaire, mais je suis également conseiller régional et conseiller municipal à Nîmes dans l'opposition. Et ce n'est pas votre première élection, comme va nous le confirmer Sylvain. Et oui, Anne-Sophie, vous ne vous y êtes pas trompée. Derrière le visage de jeune premier se cache bien un vieux pro de la politique. Yohann Gillet, bonjour. Vous avez déjà connu à peu près tous les combats, alors on va essayer de récapituler. Militant sarkozyste à 20 ans, vous êtes très vite déçu par la politique migratoire du président de la République de l'époque. L'homme au Karcher, dites-vous, vous déçoit parce que, je cite, « il ne nous a pas débarrassé de la racaille ». Bref, vous trouvez naturellement votre place au Front National. 2010, vous êtes derrière France Jamais, tête de liste du parti au régional. Mais votre vrai départ, c'est la rencontre avec Julien Sanchez, dont vous devenez en 2012, le directeur de campagne aux législatives. Vous allez d'ailleurs rester en embuscade, encore une fois, dans son sillon, et ce jusqu'en 2014, avec sa victoire à la mairie de Beaucaire, où vous passez de directeur de campagne à directeur de cabinet tout court. 2014, c'est également votre première tentative au sommet, à l'affiche, comme tête de liste Front National au municipal de Nîmes. Vous finissez avec à peu près 25%, j'arrondis un petit peu au second tour, et entrez donc logiquement au conseil municipal. Aujourd'hui, vous êtes également conseiller régional, vous l'avez dit, et membre également du conseil national du parti de Marine Le Pen. Beau pédigré pour un jeune homme, vous l'avez dit aussi, de 33 ans. Seulement, un beau pédigré qui vous vaut pas mal d'inimitié, jusqu'à l'inadmissible agression physique à une terrasse de café. C'était il y a 15 jours par 6 personnes qui contestaient vos opinions. En bref, votre candidature à la mairie de Nîmes n'est un hasard pour personne. Et si vous n'êtes toujours pas favori dans les sondages, vous êtes désormais un outsider qui fait peur. Et on va revenir bien sûr sur cette agression. Comment ça va, Yohann Gillet? Écoutez, je vais mieux. Je me suis remis petit à petit avec mes amis militants qui m'accompagnaient. Nous remettons petit à petit. Les choses vont mieux. Cette lâche agression qui a été très violente, je l'espère, sera sévèrement punie par la justice. Alors, 4 personnes ont déjà été mises en examen. L'enquête se poursuit. Vous avez reçu le soutien de plusieurs représentants en politique. Mais vous avez regretté le silence de la présidente de la région, Carole Delga. Et Louis Alliot a enfoncé le clou. Il a tweeté ceci: les propos extrémistes et haineux de Carole Delga à l'égard du Rassemblement national commence peut-être à avoir des conséquences sur le terrain. Vous pensez réellement qu'elle a une responsabilité là-dedans? Oui, je le pense. Je pense que Louis Alliot a fait une analyse qui est très juste. Je pense qu'en tenant des propos haineux et très violents contre nous, elle peut donner l'impression à certains farfelus dégénérés qu'ils ont le droit finalement d'en venir aux mains et à la violence. Donc j'aimerais bien que Carole Delga puisse condamner fermement, publiquement cette agression dont j'ai été victime, chose qu'elle n'a pas fait aujourd'hui. Mais le Rassemblement national n'a jamais de propos extrémistes? Mais écoutez, nous tenons les propos que nous tenons. Extrémistes, ça n'engage que vous. Moi, je ne le pense pas. Ce qui est sûr, c'est que le Rassemblement national, lui, condamne toute violence. Et quand un élu se fait attaquer, quel que soit son bord, il condamne les violences. Mais ce n'est pas moi qui le dis. Je vais citer Emmanuel Macron en mai 2017. Depuis des décennies, ils attisent la haine, fomentent les divisions, imposent leur discours de discrimination. Non, on dit la vérité. On dit la stricte vérité. Et c'est ça qui gêne le président de la République et qui gêne un certain nombre d'élus. Allez, on en vient au municipal. On l'a dit, vous serez face à un maire qui, pour l'instant, n'a pas encore précisé s'il se représentait ou pas. Jean-Paul Fournier, maire depuis 2001, il brigue
peut-être un 4e mandat, on le saura dans quelques temps. Vous avez déjà dévoilé quelques pistes pour votre programme. Yohann Gillet, maire de Nîmes, quelle serait votre priorité ? Il y a plusieurs priorités, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une priorité sur le développement économique et le commerce. Il y a aussi une priorité sur la sécurité et puis plus largement sur les économies à réaliser, la chasse aux mauvaises dépenses, parce qu'aujourd'hui, il faut constater qu'à Nîmes, un certain nombre de dépenses sont nocives pour le budget de la ville. Il ne faut pas oublier que le budget de la ville, c'est l'argent des Nîmois. Et je pense qu'il faut faire ce travail-là, qui est un travail de fourmi, à aller chasser toutes les mauvaises dépenses pour pouvoir dégager des sommes en investissement, parce que la ville de Nîmes a besoin de lourds investissements. En même temps, je vous ai trouvé très gentil avec M. Fournier. Vous avez dit que finalement la ville s'est beaucoup améliorée, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Comment expliquer que vous soyez aussi peu agressif à son égard ? Mais j'ai pas à être agressif. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un d'agressif. On va dire critique. Je suis un opposant constructif et raisonnable. Jean-Paul Fournier a embelli la ville de Nîmes, c'est un fait. Personne ne peut dire le contraire. En revanche, je dénonce un certain nombre de problèmes sur la ville de Nîmes. Et là, j'ai des propositions et je me permets de critiquer le bilan de Jean-Paul Fournier. En matière de sécurité, par exemple. Les agressions sont très nombreuses à Nîmes. C'est vrai que Jean-Paul Fournier, l'année dernière, a fait une grande conférence de presse pour annoncer une baisse importante des chiffres de la délinquance. Il n'y a qu'un malheur, c'est que depuis un an, c'est dans le sens inverse que ça se produit et les augmentations de violence et d'agression se multiplient. Donc moi, ce que je propose concrètement aux Nîmois, c'est de doubler les effectifs de police municipale. Parce qu'aujourd'hui, l'État a totalement abandonné le terrain. Nos policiers nationaux travaillent dans des conditions déplorables, avec très peu de moyens, et les effectifs sont en chute libre. Donc je propose de doubler les effectifs de police municipale, qui sont de 154 policiers aujourd'hui. Je propose de les passer à 300. Mais est-ce que ça, c'est la solution miracle de doubler les effectifs de la police municipale? On va prendre l'exemple de Béziers, un article dans Midi Libre qui date du 1er février 2019. Nous avons doublé les effectifs de la police municipale, nous l'avons armée, elle travaille désormais 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les résultats sont là, la délinquance a baissé de 14% à Béziers. Quand on voit ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est un échec sur la sécurité. On ne peut pas, sur un fait divers, juger d'un bilan entier sur la sécurité. Moi, je peux vous prendre l'exemple de la ville de Beaucaire, où les effectifs de police municipale ont été doublés par Julien Sanchez et par son équipe. Résultat, en l'espace d'un mandat, c'est moins 49% de vols avec violence, moins 48% de cambriolage. Je crois que les Beaucairois aujourd'hui savent très bien que les résultats sont là parce qu'il y a eu une action très volontariste de la part de Julien Sanchez et je pense que les Nîmois aujourd'hui, voyant ce qui se passe à Beaucaire, ont envie de la même chose à Nîmes. Après, on ne peut pas comparer Beaucaire et Nîmes, c'est pas la même population, c'est même pas la même grandeur, malgré tout. C'est pas la même grandeur, c'est pour ça qu'on va doubler les effectifs à Nîmes, passant de 154 policiers municipaux en 2019 à 300 à la fin du prochain mandat. Et vous avez trouvé l'argent où? Qu'est-ce que vous allez rabioter par ailleurs? La chasse au gaspillage, je vais notamment demander un effort considérable aux agents de la ville. Je leur ai dit en toute transparence, je souhaite un non-remplacement systématique des départs en retraite. Ça me paraît important, il y a plus de 3000 agents aujourd'hui à la ville de Nîmes. Pour faire des économies, il faut aussi tailler dans les dépenses de personnel, c'est essentiel. En échange de cela, de ce pacte de confiance que je propose aux agents municipaux, c'est moins d'effectifs, par contre qu'ils soient mieux considérés et mieux valorisés et mieux payés. Yohann Gillet, vous restez avec nous. On va continuer à parler des municipales, un petit peu ailleurs, avec quelques bruits de campagne. Tiens, on va revenir à Béziers avec un Robert Ménard en mode vénère. Si Et oui, avec beaucoup de colère sur Twitter de Robert Ménard après l'incendie de l'école Kraft dont on parlait tout à l'heure. C'était le week-end dernier. Il s'indigne de l'absence des ministres à Béziers. On va l'écouter tout de suite. Je suis sidéré. Je suis consterné, abasourdi. Honnêtement, je ne comprends pas. Monsieur Castaner, ministre de l'Intérieur, trouve le temps d'aller à Chanteloup-les-Vignes parce qu'on a brûlé là-bas, et c'est condamnable bien sûr, on y a brûlé un cirque, mais il ne trouve pas une minute pour venir à Béziers où on a caillassé des pompiers, où on s'en est pris aux policiers, où on a brûlé une école, on a brûlé 7 écoles avec toutes les classes. Oh bon, pas de panique, hein. Béziers n'est pas sorti de la République. Je rappelle à Robert Ménard, et on va le voir sur cette photo, qu'Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique et solidaire, était à Béziers. C'était juste quelques jours avant, au moment des inondations. Quant au choix de Chanteloup-les-Vignes, eh bien, il s'agissait d'une école de cirque et les forces de l'ordre avaient subi là-bas des attaques au mortier dans le cadre de violences beaucoup plus généralisées. Ceci expliquant cela. ça va mal à la France insoumise. Et oui, avec cet aveu d'impuissance de Jean-Luc Mélenchon sur les choix politiques de son parti à Montpellier. Alors je le cite, « Montpellier, je ne m'en occupe pas, je ne sais pas de quoi il s'agit ». Bon, il faut dire qu'en débutant ce papier, je me suis dit, je vais vous expliquer les pérégrinations des insoumis héraultés. Et bien en fait, non, parce que pour moi aussi c'est trop compliqué. Sommairement, il y a deux camps.
non pas 2 camps, mais 3 camps qui se déchirent. Faut-il soutenir une liste d'union des gauches avec les écolos ou une liste citoyenne? Aucune, répondent les troisièmes. Bref, je suis pour une fois comme Jean-Luc Mélenchon, je n'y comprends rien, je vais donc comme lui attendre la fin du combat et on pourra saluer le vainqueur. À Nîmes, il y aura en revanche une union de la gauche. Oui, visiblement. Mais écoutez, dès le premier tour. Tant mieux pour eux. Vous êtes toujours dans Dimanche en politique. On continue l'émission et on va passer à l'invité de la semaine. Et l'invité de la semaine va nous faire voyager de l'Afrique à Montpellier, de la musique à la protection de la planète. Venez vous installer, Jean-Paul Ouabotaï. Vous êtes un citoyen du monde et un citoyen engagé. Et vous vous êtes donné comme objectif de planter 1 million d'arbres. Installez-vous, bonjour à vous. Alors je ne sais pas par quoi commencer pour vous présenter, car la liste est longue. Vous êtes originaire du Congo, mais vous vivez à Montpellier depuis de nombreuses années. Vous êtes chanteur, chorégraphe, peintre, mais aussi, donc je le disais, l'homme qui plantait des arbres, et pas qu'un peu. Hein, votre objectif, c'est 1 million. Vous allez réellement planter 1 million d'arbres? Et oui, nous allons planter 1 million d'arbres, même plus, puisque aujourd'hui, nous vivons quelque chose de très important dans l'humanité. Il y a eu des enfants de moins de 18 ans qui nous demandent qu'est-ce que nous allons laisser pour eux. Vous parlez de tous ces jeunes qui vont manifester dans la rue. Exactement. Tous ces mouvements pour la planète. Alors, nous répondons à ces jeunes en disant « l'arbre, c'est la vie. Un arbre égale une vie. » Un arbre égale également 1000 km en voiture compensée, 150 kg de CO2 stocké. Mais comment vous vous y prenez pour planter des arbres? Alors, en 2005, j'ai été invité par M. Al Gore, suite à notre discussion. Je me suis rendu compte que le changement climatique est une réalité. Alors, on va réexpliquer qui est Al Gore. Al Gore, c'est l'ancien vice-président des États-Unis, prix Nobel de la paix. Il a réveillé les consciences en 2006 avec son film Une vérité qui dérange, où il montrait les effets du dérèglement climatique. Ça fait partie des 3 documentaires les plus vus au monde. Qu'est-ce qu'il a changé pour vous, Al Gore? Il m'a inspiré, il m'a donné la conscience que le changement climatique, c'est maintenant et que nous avons tous un rôle à jouer. Je rentre après cette rencontre et j'ai créé l'association à Montpellier, nommée 1 million d'arbres. Et je vais voir le maire de Montpellier en disant « je vais planter 1 million d'arbres ». Et il m'a dit « voilà, je vais planter le premier 1000 arbres ». Et c'est parti, nous sommes allés à Toulouse et aujourd'hui, nous avons plus de 20 villes qui sont derrière nous pour planter des arbres, sensibiliser la nouvelle génération, et les enfants, les parents, les citoyens par rapport à l'importance de l'arbre dans nos vies et dans nos villes. Cet attachement aux arbres, c'est aussi un peu vos origines congolaises, parce qu'on sait qu'en Afrique, c'est l'endroit où le désert recule, où les arbres posent vraiment un problème. Alors moi, je viens de la République démocratique du Congo. C'est le 2e poumon de la Terre après l'Amazonie. Et en République démocratique du Congo, il y a le 80% des tourbières. Des tourbières, ce sont des terres qui avalent la pollution et qui nous donnent la possibilité de respirer. Et c'est une vérité puisque notre parrain, Francis Allais, qui est un des plus grands biologistes français, incontestablement dans le monde, et qu'il a aussi un projet fou, c'est de mettre en place en Europe la forêt primaire avec des milliards d'arbres pour solutionner cette histoire. Nous savons... Francis Allais, qui est montpelliérain, on va quand même le rappeler. Yohann Gillet, les arbres, l'environnement, on n'en voit pas trop dans votre programme, dans les premières pistes que vous avez lancées. Ça ne vous intéresse pas, l'écologie? Vous vous trompez, au contraire, ça a une place essentielle dans le programme. Monsieur Ouabotaï, d'ailleurs, sait qu'il est le bienvenu à Nîmes à partir du mois d'avril, quand je serai maire de Nîmes, pour venir planter des arbres avec moi. Mais on va attendre les élections. Mais au-delà de ça, il y a une volonté de ma part de travailler sur la rénovation des bâtiments communaux pour pouvoir, qui sont très énergivores, pour pouvoir justement aussi préserver notre écologie. Il est essentiel, et notre environnement, il est essentiel de retravailler tous les bâtiments communaux, de mettre de l'éclairage LED, de changer les menuiseries également qui laissent passer l'air, etc. Voilà, il faut travailler de fond. Et je pense que les mairies sont les plus à même d'ailleurs d'agir en la matière, justement, à travers ces rénovations qui sont importantes aujourd'hui.
Jean-Paul Ouabotaï, votre action fait des petits, puisque aujourd'hui, on voit même les footballeurs qui s'y mettent, à Montpellier notamment. Dès qu'ils plantent un but, ils plantent 5 arbres. On va regarder justement un petit reportage que l'on a fait récemment qui explique cette action. Pour les jeunes pousses du football grand-montois, la rencontre avec Vitorino Hilton et Pedro Mendes, les 2 défenseurs du Montpellier Hérault, est un moment plein d'émotion. Les 2 hommes sont venus participer à une action écologique pour la planète, inspirée par une équipe de hockey canadienne et reprise par le président du MHSC, Laurent Nicolin. Chaque personne a un côté à un moment donné d'essayer de rendre la planète plus propre. Après, on va dire, vu mon métier de poubelleur, on va dire que ça aide à ramasser les ordures, on voit plus de choses et c'est là où on voit le côté un peu le revers de la médaille. Je pense que la planète souffre. Alors après, à mon niveau, c'est peut-être très peu, mais si chacun on fait plein de petits trucs, et bien, ça essaiera de contribuer à la rendre peut-être un peu mieux. Et les joueurs adhèrent pleinement à la démarche. On a eu cette idée-là de chaque but marqué 5 arbres plantés. Je pense que personne n'y avait pensé avant. Lui, il a pensé, donc ça veut dire qu'il lui pense à la planète, donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Très bien, franchement, ça me plaît. Et si j'aurais l'opportunité de continuer à faire des événements comme ça, avec beaucoup de plaisir. Après Montpellier, la Grande Motte est la 2e ville d'accueil de l'opération Un but marqué égale 5 arbres plantés. Cette opération, pour les générations futures, est inédite en France au niveau des clubs sportifs. Une petite forêt aux couleurs orange et bleu du MHSC pourrait bientôt pousser dans le paysage héroltais si l'efficacité offensive est au rendez-vous. Et oui, ça c'est la vraie question. On espère qu'ils vont mettre pas mal de buts cet après-midi contre Toulouse, parce que sinon il n'y aura pas d'arbres plantés, donc il faut y aller les gars. Qui aimeriez-vous convaincre aujourd'hui avoir comme ambassadeur pour votre opération ? Footballeur, c'est pas mal. Le président de la République nous a octroyé son patronage. Nous remercions M. Macron d'avoir cru en nous, à ce projet. Et nous souhaitons que M. le président de la République instaure la journée ou la semaine nationale des plantations d'arbres en France. Alors, cher M. le président de la République, proclamez, s'il vous plaît, cette semaine des plantations nationales. Allez, on lui envoie le message, puisqu'évidemment, il regarde l'émission. Tout le monde le sait. Allez, on passe à notre hashtag Je proteste, sinon. Oui, hashtag Je proteste du Secours catholique avec ce cri d'alerte choquant. La pauvreté ne cesse de progresser en France. Un Secours catholique qui rendait son rapport cette semaine et constat alarmant, nos départements du littoral restent les plus touchés par ce fléau. Plus grave encore, la pauvreté en France, c'est les femmes et les enfants. D'abord, les mères isolées représentent 1 pauvre sur 5. Une situation inacceptable pour Amélie Corpé, la directrice départementale du Secours catholique, qui nous rejoint tout de suite. Venez vous installer, Amélie Corpé. Merci de nous rejoindre. On va donc parler de cette précarité qui grandit dans l'Hérault et que vous voyez tous les jours à vos portes. On le disait, ce sont les femmes et les enfants d'abord. Vous avez beaucoup de mamans isolées, vous, qui viennent vous voir. Alors oui, on a beaucoup de mamans isolées. 25% des personnes qu'on rencontre sont des femmes isolées. On a peu de papas isolés, un petit peu, mais pas encore beaucoup. Et pour elles, c'est compliqué de jongler entre le travail, souvent à temps partiel, et les enfants. Exactement, parce que quand on trouve du travail, et en plus quand c'est peu d'heures, il faut faire garder les enfants. Donc on a des stades où travailler coûte plus cher que de ne pas travailler. Et en même temps, vraiment... Et là-dessus, je proteste. Vraiment, les personnes qu'on rencontre, c'est des personnes qui veulent retourner au travail et qui sont prêtes souvent à accepter des boulots franchement limite indignes, parce que si on ne commence pas à travailler, on n'enclenche pas la partie vertueuse de ce cycle. Et donc, elles sont prêtes souvent à passer ces caps-là. Et c'est important qu'on les aide dans ces périodes-là, sur les gardes d'enfants, sur le règlement de facture, parce que ça va leur permettre de trouver du travail un peu plus conséquent. Et vous insistez sur ce message, pourquoi ? Parce qu'on a des... Parce que souvent on nous dit, les personnes en précarité, elles gagnent bien leur vie, elles veulent pas travailler, il faudrait pas grand-chose pour qu'elles s'y mettent. Et tout ça, quand on voit les taux de chômage sur l'Hérault et sur l'ensemble de la région, quand on voit que beaucoup de personnes qu'on reçoit ont des niveaux d'études supérieurs, en tout cas vraiment ont des diplômes, et qu'il n'y a pas de travail pour autant. Donc on ne peut pas accepter d'entendre que les personnes ne font rien pour lutter contre leur propre pauvreté. Et ça, c'est vraiment
un truc sur lequel il faut qu'on se batte régulièrement, parce que nous, dans nos accueils, en tout cas, on rencontre vraiment des gens extraordinaires et qui s'investissent, qui n'ont pas le droit au travail et qui vont venir faire du bénévolat ou qui ne trouvent pas de travail à ce moment-là, qui vont dire « mais ça va me permettre de continuer à me lever le matin, à venir, à rencontrer du monde, à rester mobilisé pour pouvoir un jour reprendre un travail ». Alors, l'autre population que vous accueillez en nombre, ce sont les étrangers installés souvent depuis plusieurs années dans la région, qui ont du mal à accéder au travail parce qu'ils ne sont pas formés, ou que les formations ne sont pas reconnues, ou encore ces personnes ont un problème de mobilité. Là aussi, quelles pourraient être les solutions ? Alors, pour une partie des étrangers qu'on reçoit, alors ça c'est une particularité vraiment de l'Hérault, enfin je dirais de la côte, où on compte beaucoup d'étrangers installés depuis plus de 5 ans avec un statut régulier. Il ne s'agit pas de personnes en situation irrégulière. Et ce sont des gens qui, aujourd'hui, ont des niveaux d'études secondaires, donc qui sont formés, mais qui n'ont pas droit au travail. Alors il y a une question de préjugés. Il y a une question de discrimination liée à l'adresse ou liée au nom. Enfin, vraiment, il y a un travail à faire sur la question de l'intégration et de la reconnaissance des savoirs qui est important. On a aussi une population migrante qui vient d'arriver ou qui est en tout cas en instance de régularisation ou non. C'est pas à moi de décider, mais qui a des diplômes qui ne sont pas reconnus en Europe et qui du coup se retrouvent à faire soit à ne pas avoir le droit de travailler, ce qui concerne quand même plus de 10% des personnes qu'on reçoit, de ne pas avoir droit au travail, soit qui ne peuvent pas travailler dans leur branche parce que leur diplôme n'a pas d'équivalence, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait, Yohann Gillet, face à ces situations ? Écoutez, déjà, je tiens à saluer, madame, ce que vous faites, parce que la pauvreté et aider les personnes en précarité, c'est important. En revanche, il faut être lucide et il faut dire les choses très clairement. Aujourd'hui, de nombreux Français sont dans des situations de précarité insoutenables. Pour pouvoir les aider correctement, il faut aussi arrêter de recevoir toute la misère du monde. C'est essentiel. Mais moi, je vous arrête parce que là, je vous pose la question, voilà, pour ces personnes-là dont on parle. Oui, parce que justement, on vient de passer tout dernièrement, et Anne-Sophie en parlait hier, on a des chiffres qui montrent qu'il y a énormément de postes qui ne sont pas pourvus chez nous, dans notre région, qui inquiètent d'ailleurs les professionnels et les patrons. Et ces postes, c'est en général ceux qui pourraient être donnés à ces gens-là. Donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire, soit accepter leur diplôme et accepter leur formation, soit les former pour pouvoir répondre à une demande qui existe, plutôt que de les laisser dans la précarité? On peut aussi former les Français qui n'ont pas de formation nécessaire pour pouvoir accéder à ces postes-là. Aujourd'hui, moi je pense qu'il faut pouvoir aider, c'est une vieille expression qui existe depuis longtemps, les nôtres avant les autres. Pour autant, on peut aider les Français en grande précarité tout en aidant les pays en voie de développement et qui ont des difficultés à se développer chez eux. Parce que on est un petit peu responsable aussi de ce qui se passe ailleurs. Si on n'aide pas les pays qui ont de grandes difficultés à se développer et qu'on fait venir les habitants de ces pays chez nous, alors, on n'aide pas ces pays. On ne les fait pas venir, ils arrivent. On les fait pas venir, on subventionne des associations qui les font venir. Bon. On essaye de les sauver, on peut jouer avec les mots, ça revient au même. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des situations qui sont dramatiques et qu'on n'est pas en capacité de loger et de nourrir correctement les gens qui arrivent sur notre territoire. Et voir des gens qui crèvent la faim, moi je peux pas le concevoir. C'est pas comme ça que je vois les choses. Et moi je peux pas concevoir qu'on laisse des mères isolées, leurs enfants, ne pas avoir suffisamment de choses dans leur assiette le soir en rentrant. Et c'est pas acceptable. Réaction, Amélie Corpet et Jean-Paul Ouabotaï. Alors, je pense qu'il ne faut pas qu'on oppose les publics. Il faut faire très très attention à ça. On sait aujourd'hui, et on a des études pour le dire, qu'aujourd'hui la migration, elle rapporte de l'argent à terme dans le pays parce qu'elle crée de la matière première, elle crée du travail, elle crée du capital, elle crée des choses. Les migrants sont dans l'ensemble des gens plutôt jeunes, très entreprenants, qui ont envie de réussir et qui ne sont pas là, contrairement à ce qu'on pourrait entendre par moment, pour bénéficier de droits sociaux dont de toute façon ils ne bénéficieront pas, puisque les accès aux droits sociaux pour les migrants sont très, très, très compliqués, contrairement à ce qu'on peut penser. 80% des migrants en touchent. Et c'est marqué dans notre rapport. Oui, mais parce qu'on est sur un statut particulier lié à l'asile. Enfin, il faut aussi distinguer les choses. Là où je voulais en venir, c'est que c'est pas une question de migrants étrangers ou pas étrangers. Il se trouve que nous, au Secours catholique, on rencontre les gens les plus pauvres. De fait, des personnes qui sont arrivées en France, où l'État ne leur donne pas de réponse, parce que souvent c'est ce qui se passe quand même, où pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne leur permet pas de travailler,
on ne leur donne pas de réponse, on ne reconnaît pas leur diplôme, et on les maintient dans une situation où on ne sait pas ce qu'il va advenir demain, ces personnes-là sont dans une grande misère. Et ça, c'est pas acceptable. C'est-à-dire que nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est qu'un migrant, quand il arrive en France, au moins la période où il demande son titre de séjour, devrait avoir le droit de travailler. Ne serait-ce que pour subvenir à ses propres besoins et ne pas dépendre de la solidarité des Français. Et c'est ce que les migrants nous demandent. Ils disent, nous, on veut contribuer à cette société. On serait heureux de payer des impôts. Jean-Paul Ouabotaï, on va laisser réagir notre invité aussi. Depuis la naissance de l'humanité, l'homme a toujours été immigré et il a toujours immigré ailleurs. L'Europe a été en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. L'Afrique a été en Europe, en Australie, en Asie, puisque nous sommes issus de même mère, du même mère qui est notre mère Lucie. L'humanité appartient à l'humanité. Je pense que les plus grands politiciens du XXIe siècle, ce sont des gens qui vont rassembler l'humanité pour faire des conférences mondiales concernant le partage de la richesse de l'humanité. Et tant qu'il n'y aura pas des politiciens au XXIe siècle avec ces grandeurs, d'idées, ces grandeurs, pour moi, c'est nul. Parce que bientôt, nous aurons des immigrés européens qui vont fuir en Afrique, puisque ici, il va faire plus chaud. On aura des Asiatiques... Il fera chaud en Afrique aussi, Jean-Paul Ouabotaï, si je puis me permettre. Et oui, exactement. Et ça serait vice-versa partout. Tout le monde, c'est bientôt, c'est déjà là. Mais je demande aux politiciens africains, aussi, puisque eux, ils prennent tout et ils laissent ces enfants-là, je suis tout à fait d'accord avec vous, messieurs, ils laissent ces enfants-là sans emploi, sans éducation, et ces enfants-là sont contraints à fuir l'Afrique pour venir ici. Mais je vous conseille de devenir l'homme de la nouvelle génération qui peut apporter des solutions. Il faut aller plus loin, il faut faire plus fort que Chirac ou De Gaulle ou Macron. Surtout plus fort qu'eux, oui. Voilà, vous avez votre feuille de route, hein, voilà. Vous avez votre défi. Merci, on va peut-être justement rester sur ces sages paroles et rappeler que le festival 1 million d'arbres dure pendant tout le mois de novembre avec des plantations ce week-end même, notamment dans le quartier de Malbosc, avec des plantations d'arbres de la tolérance. Voilà, ça rejoint tout à fait ce que vous êtes en train de nous dire. Merci beaucoup Jean-Paul Ouabotaï. Merci Yohann Gillet. On suivra bien sûr la campagne. Merci si c'est Amélie possible, Corpé. Je voudrais juste remercier tous les bénévoles de toutes les structures qui se mettent au service des plus pauvres, vraiment avec un grand cœur parce qu'ils ont du mérite. Et c'est tout à fait juste de faire passer le message. Et merci à vous de nous avoir suivis dans Dimanche en politique. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. On vous souhaite une très belle journée. Dans quelques instants, place à l'info.